Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Bruno Salvi, qui est venu de Lyon exprès pour nous présenter son travail. Bruno Salvi est directeur de recherche à l'ENRIA. Il travaille en calcul formel et s'intéresse aussi à la combinatoire analytique ainsi qu'aux interactions entre les deux. Et c'est un cousin éloigné à moi, du point de vue de la généalogie des directeurs de thèse, en passant par mon grand-père académique, Philippe Lajolet, dont j'aurais aimé qu'il soit ici cette année, mais bon, et qui s'intéressait aussi beaucoup à la combinatoire analytique. Merci Bruno. Eh bien, merci de cette invitation. Donc, effectivement, je fais plus du calcul formel que de la combinatoire analytique depuis pas mal d'années, mais pour le séminaire ici, c'était sans doute plus approprié que je parle de combinatoire analytique. Donc, je ne vais pas tant parler de mes travaux, mais un peu quand même. Donc, quand j'avais envoyé un titre il y a longtemps, en fait, je ne sais plus si j'avais envoyé un titre ou si tu l'avais choisi. En tout cas, c'était sur la combinatoire analytique. Ah oui, mes transparences sont en anglais, mais je parle en français. Et il y a peu de textes écrits. Oh, ça dépend. Bon. Mais si vous ne regardez pas les transparents ou juste les images, normalement, ça doit déjà suffire pour pas mal de choses. Donc, le titre qui est affiché sur le site, c'est On Analytic Combinatorics, mais en réfléchissant, je me suis dit que ce dont j'avais envie de parler, c'est plus ce qui m'intéresse moi, parce que j'en parle mieux. Donc, c'est les aspects effectifs, les algorithmes qui sont derrière, et pour un séminaire algorithme, ça a du sens. Et donc, je vais essayer de vous présenter des questions algorithmiques reliées à la combinatoire analytique. Donc, d'abord, de quoi il s'agit? La combinatoire analytique... Alors, je vais essayer de débrancher ça et de le rebrancher. Donc, l'objectif de la combinatoire analytique, c'est de comprendre comment de la structure émerge de règles simples. Donc, j'ai un exemple en haut à gauche. Vous voyez les nœuds internes d'un arbre binaire. Un arbre binaire, c'est très simple. Chaque nœud a 2 enfants. C'est tout, c'est la seule règle. Plus, de temps en temps, il faut s'arrêter. Donc, il y a des feuilles où on ne descend pas. Donc, c'est une définition purement locale. Et si vous regardez un arbre binaire de grande taille, c'est ce qui est dessiné là. Donc là, il doit y avoir 1 millier de nœuds à peu près. Vous voyez une forme qui apparaît. Et cette forme, elle vient juste de, j'ai tiré uniformément, aléatoirement, un arbre binaire de taille 1000. Et donc la question, c'est comment cette règle simple amène à cette forme-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire en général? Donc vous voyez, par exemple, vous savez que si vous voulez vraiment stocker de l'information de façon à ce qu'on y accède très vite, vous allez rajouter des contraintes. Par exemple, vous allez demander à ce que votre arbre soit complet, tassé le plus possible vers la racine. Donc un arbre de taille n, à ce moment-là, il aura une hauteur en gros log n. Mais si vous prenez juste des arbres de taille n tirés aléatoirement avec juste cette information-là, ils vont être beaucoup plus filiformes. Et ça a de l'importance sur le temps d'accès aux nœuds internes quand on va chercher des informations dans l'arbre. Donc c'est ça qu'il s'agit d'essayer de comprendre. Comment cette règle simple amène à ça et qu'est-ce qu'on peut analyser sur ces objets-là. Et donc il y a 2 aspects. Je me donne une règle bien précise et je veux avoir des informations quantitatives précises aussi. Et puis il y a qu'est-ce qui est un peu indépendant de la règle, qu'est-ce qui survit, qu'est-ce qui est universel. Donc des sortes de lois de la nature combinatoire. Qu'est-ce que la récursion entraîne comme propriété sur les objets? Donc c'est les 2 aspects de la combinatoire analytique. Dans cet exposé, comme je vais m'intéresser plus aux algorithmes, je vais être plus sur les résultats quantitatifs et peu parler de propriétés universelles, mais je ferai quand même un peu d'allusion. Par exemple, voilà un autre objet combinatoire. On prend des marges dans le quart de plan, n croix n, donc juste sur les cases de la grille. Et à chaque pas, on fait soit un pas est, soit un pas ouest, soit un pas nord-est, soit un pas nord-ouest, mais la contrainte, c'est qu'on doit rester dans n croix n. On ne doit pas sortir chez les négatifs. Je pars de l'origine et je fais 10 000 pas. Voilà le chemin que j'ai parcouru. Et on termine, on est ici. Et regardez, j'ai fait 10 000 pas, et vous voyez que je ne suis pas allé beaucoup plus loin que 100 en abscisse ou que 100 en ordonnée. 100, c'est la racine de 10 000. Donc là, il y a un phénomène qu'on a envie de savoir prédire. Et cette racine de 10 000, c'est exactement aussi, cette racine de n, c'est la même chose que ce qu'on voit dans un arbre binaire. Un nœud typique, un nœud au hasard dans cet arbre, il va être à distance racine de n de la racine.
Donc c'est ça un peu ces questions d'universalité. Donc je vous ai dit, je ne vais pas en parler, mais je mentionne quand même un peu ce qui est derrière ce qu'on essaye de faire en combinatoire analytique. Donc les questions typiques qu'on peut se poser, par exemple sur les arbres binaires, ce sera un exemple que je vais prendre et re-reprendre tout le long de l'exposé, parce qu'on peut tout faire explicitement assez simplement. Donc des questions, c'est, je prends un arbre de taille n, par exemple, puisqu'il est si filiforme, c'est parce qu'il y a beaucoup de nœuds qui ont une feuille, et puis après ça descend que d'un côté. Donc quelle est la probabilité que ça arrive déjà à la racine? Je prends un arbre de taille n, quelle est la probabilité que son fils gauche ait une feuille, ou son fils droit? D'accord? Et si j'arrive à estimer ça, ben, ça me donne un peu des informations sur cet arbre. Ou je peux aussi, comme je vous ai dit, essayer de savoir quelle est la somme des distances des nœuds à la racine. Si je divise par le nombre de nœuds, ça me donne la distance moyenne d'un nœud à la racine. Ça a de l'importance pour chercher de l'information dans l'arbre. Et puis on peut aussi se demander, mais ok, on trouve la moyenne, et autour de la moyenne, comment ça se passe? Donc voilà le type de questions que la combinatoire analytique adresse. On dit ça en français? Traite. Ou aborde. Voilà. Donc ce nom combinatoire analytique, il a été donné par Philippe Flageolet, qu'un certain nombre d'entre nous ont beaucoup connu ici, qui a fait énormément de choses. On est en train d'essayer de rassembler ses œuvres complètes. Bon, il y a des introductions qui ne vont pas être de lui, mais quand même, on parle de 7 volumes d'à peu près 600 pages chacun, donc il y a du travail, et ce n'est pas juste de la quantité, ça fourmille d'idées. C'est ça qui motive le fait qu'on essaye de les rassembler. Et naturellement, en 1 heure, je ne vais pas vous raconter tout ça. Il y a un livre, Analytique Combinatorics, qui est sorti en 2009 par Flageolet et Sedgwick. Ce livre, on ne peut pas dire que c'est un résumé. C'est plutôt une partie de la théorie qui est à peu près complète. Donc c'est le cœur de la chose, c'est là où tout se passe bien. Ensuite, bien sûr, la recherche continue d'avancer sur les frontières. Mais dans ce livre, on a le cœur, et c'est un peu là-dessus que je vais me focaliser, même si ce que je vais raconter est plus orienté vers des algorithmes pour faire les choses. Et le schéma général, c'est on a une spécification combinatoire, je vais essayer d'être un peu plus précis sur ce que c'est, et on veut, par exemple, compter le nombre d'arbres binaires de taille n. Pourquoi on veut faire ça? Parce que si je veux savoir, par exemple, quelle est la probabilité que la racine ait une feuille pour enfant droit, par exemple, ben, je vais compter le nombre d'arbres binaires dont la racine a une feuille comme ça, et je vais diviser par le nombre total d'arbres binaires, et ça me donnera la probabilité. Donc compter, c'est déjà un premier pas vers regarder à quoi ressemblent les objets. Je vais montrer aussi un joli algorithme de génération aléatoire. Et enfin, à la fin, je parlerai peut-être, si je n'ai pas été trop bavard, un peu d'analyse asymptotique. Et le message, au moins au niveau de ce livre, c'est si on peut spécifier combinatoirement, alors on peut tout faire. On peut analyser, on peut compter, et on peut faire de la génération aléatoire. Donc je vais essayer de... Ça veut dire qu'il y a des algorithmes, si on peut tout faire. Alors il y a plus ou moins des algorithmes, il y a au moins des algorithmes qui fonctionnent à la main, et il y en a certains qui fonctionnent sur machine. Je vais essayer de vous montrer un peu tout ça. Et donc mon exposé, finalement, il va préciser ce que sont les noms qui sont là en noir, et puis il va consister à vous raconter les flèches. Chaque flèche est plus ou moins un algorithme. À propos de ce livre, la semaine dernière, en tout cas, il était en promotion sur, je touche rien, sur Amazon, la version américaine. Par ailleurs, il se trouve gratuitement sur le web légalement. Donc vous pouvez vous en emparer, le feuilleter, le lire. Il y a 800 pages, c'est écrit pour être lu à plusieurs niveaux différents. On peut d'abord se faire une idée, et puis on peut zoomer, les exemples sont vraiment intéressants. Il y a plusieurs niveaux d'exemples aussi. Ok, donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une spécification combinatoire? Qu'est-ce qu'on utilise? Donc on va appeler structure constructible les choses qu'on peut définir avec ce langage. Donc on se donne quoi? On se donne 1 et Z vont être deux types d'atomes différents. 1 à taille 0 et Z à taille 1. Parce que quand je fais des objets de taille n, donc je vais les obtenir en assemblant de diverses façons des atomes de taille 0 et des atomes de taille 1. Et le nombre d'atomes de taille 1 sera la taille de mon objet. D'accord? Et comment je les assemble? J'ai plus, qui veut dire union disjointe. Bon. J'ai le produit cartésien qui me permet de faire des paires. Donc on va assembler en faisant des paires d'objets. La séquence, si ce mot ne vous plaît pas, pensez à des listes.
Donc on fait des listes d'objets d'un certain type. Donc soit il y en a 0, soit il y en a 1, soit il y en a 2, etc. Les ensembles, c'est comme les séquences, sauf que l'ordre dans lequel les éléments sont arrivés ne compte pas. Donc il y en a beaucoup moins que de séquences. Les cycles, on regarde une permutation circulaire. 1, 2, 3, c'est la même chose que 2, 3, 1. Donc on doit diviser par n quelque part. Et surtout, on s'autorise la récursion. Et c'est ça qui fait la richesse de ce langage. Donc on va commencer par des exemples. Et nouveau, les arbres binaires. Voilà un autre exemple d'arbre binaire à 1000 nœuds, représenté légèrement différemment. Et donc comment j'utilise ce langage? Je dis l'ensemble des arbres binaires, B, c'est quoi? C'est une union disjointe. Soit j'ai une feuille, c'est mon atome de taille 0, c'est fini, on s'arrête là. Soit c'est un produit cartésien, j'ai ma racine, Z, c'est un nœud de taille 1, et puis à droite un arbre binaire, à gauche un arbre binaire. D'accord? Donc ça définit les arbres binaires. Donc c'est une définition récursive. Après, je ne vais pas en parler trop, mais on peut se demander si toutes les équations qu'on écrit comme ça ont un sens. La réponse est non, mais on peut algorithmiquement déterminer celles qui en ont un. Un autre exemple, les permutations, c'est quoi? C'est des ensembles de cycles. Vous savez qu'on peut décomposer une permutation selon ces cycles. Donc on peut spécifier l'ensemble des permutations comme l'ensemble des ensembles de cycles. Et on peut rajouter des contraintes si on veut. Si on veut, par exemple, des permutations sans point fixe, on va rajouter des contraintes sur les cycles. On va dire les cycles, il faut qu'ils aient longueur au moins 2. On peut aussi dire je veux au plus 3 cycles. Donc on peut raffiner ces équations à l'envie. Les arbres, là j'ai un dessin que j'aime bien, c'est c'est une photo d'une page d'un carnet de notes de Darwin, où il dessine la théorie des espèces. Il dit, là vous n'arrivez pas à lire, mais en gros il dit A et B, là ils sont assez lointains, donc ils doivent être assez différents. Alors que B et C, eux, ils sont très proches, donc ils doivent se ressembler. Et puis quelque part, petit 1, là, ça a l'air d'être l'ancêtre commun. Donc vous avez un arbre qui est enraciné. Donc c'est quoi? C'est un nœud, la racine, et récursivement en dessous, j'ai des ensembles d'arbres, parce que l'ordre n'a pas d'importance, et l'arité est arbitraire. Fini, mais arbitraire. D'accord? Donc voilà les arbres. Donc c'est d'autres types d'arbres que les arbres binaires. Les propriétés sont ressemblantes, mais ne sont pas exactement les mêmes. Des graphes fonctionnels, ça veut dire les applications d'un ensemble fini dans lui-même. Donc à quoi ça ressemble, ça? Je pars d'un point, je regarde son image, je mets une flèche vers son image. Puis je regarde son image, je mets une flèche vers son image. Comme l'ensemble est fini, un beau jour, je vais arriver sur un cycle. D'accord? Maintenant, je zoome arrière, là, on regarde de loin. On a un ensemble de composantes connexes avec un cycle, et sur ce cycle sont branchés des arbres. D'accord? Donc je spécifie comme ça l'ensemble des applications d'un ensemble fini dans lui-même par leur graphe, et donc c'est juste un ensemble de cycles d'arbres, où les arbres sont ce qui a été défini dans l'équation d'au-dessus. Un autre exemple pour montrer, parce que tous ces exemples, il y a quasiment une seule équation, sauf là où il y en a deux. Donc par exemple, on peut regarder des graphes séries parallèles, où un graphe série parallèle, c'est soit un atome, soit un graphe série, soit un graphe parallèle. Un graphe série, c'est une séquence, et un graphe parallèle, c'est un ensemble. Et tout ça est récursif. Donc j'ai un système de 1, 2, 3 équations qui spécifient mes graphes. D'accord ? Et donc, comme je vous disais, il y en a des centaines dans ce livre que nos collègues nord-américains appellent parfois « The Purple Book ». C'est le petit livre, on dit pourpre en français? Non, violet peut-être? Violet. Mauve? Violet. Le petit livre violet. J'ai marqué par des étoiles les exemples que je réutiliserai plus tard dans l'exposé qui me serviront à illustrer différentes choses. Donc voilà ce qu'on définit. C'est ça le langage qu'on va, les objets combinatoires qu'on va regarder. Donc là, j'ai fait une petite sélection, mais derrière, pour ceux qui savent, il y a par exemple tous les langages réguliers, tous les langages contexte-free sont attrapés par ça. Donc des tas de variétés d'arbres, de systèmes de parenthésage, etc. Donc voilà, ça c'est notre entrée. Tout ce qu'on peut spécifier, c'est ça, et maintenant on veut compter, on veut faire de la génération aléatoire, et on veut faire de l'analyse asymptotique. Donc allons-y, comptons. Alors pour compter, je vais introduire cet objet qui est pour l'instant complètement formel, qui est la fonction génératrice.
Alors, plutôt que de pointer, je vais vous montrer. Donc, Fn ici, ce sera le nombre d'objets de taille n dans mon ensemble, et f de z, c'est juste un endroit où je stocke à la suite tous les coefficients. Donc j'ai f0 plus f1z, etc. Pour l'instant, c'est un objet purement formel. C'est une façon de coder la suite dans une série. Bien sûr, après, on va pouvoir faire des opérations qui vont bien marcher avec les séries. Donc, allons-y, calculons d'abord un exemple simple, toujours les arbres binaires. Donc maintenant, je change de lettre, comme c'est des arbres binaires, ils s'appellent B, et donc j'appelle B de Z, la série somme des BNZN, et j'aurai toujours cette convention, la lettre ronde pour les objets combinatoires, la majuscule droite, la même lettre, mais en majuscule pour le nom de la série génératrice, et la même lettre avec un indice n pour les coefficients. Donc Bn ici, c'est le nombre d'arbres binaires avec n nœuds, ce qu'on appelle les nombres de Catalan. Et j'ai fait des petits dessins. Donc voilà, en taille 0, il y a juste une feuille, donc il n'y a qu'un arbre, c'est l'arbre réduit à une feuille. En taille 1, il n'y a qu'un arbre, je mets mon nœud interne et après, comme j'ai épuisé ce que je pouvais mettre dans ma taille, je dois mettre 2 feuilles. En taille 2, vous voyez, il y en a 2, en taille 3, il y en a 5 et ça continue. Et donc la première question, c'est comment on calcule ces nombres, et de préférence rapidement. Bon, pour la taille 0, c'est clair, hein, il n'y en a qu'un, c'est vite compté. Donc ensuite, si n est supérieur ou égal à 1, comment ça marche? On dit, mon arbre a taille supérieure ou égale à 1, donc déjà j'ai un nœud à la racine. Le fils gauche, il a une certaine taille, appelons-la k. Donc là, j'ai B indice k choix pour le fils gauche. Maintenant, le fils droit, du coup, il a taille n moins k moins 1 qui est parti à la racine. Donc j'ai B indice n moins k moins 1 choix pour le fils droit. D'accord? Donc le nombre total d'arbres, c'est la somme sur toutes les possibilités pour la taille du fils gauche de bk, bn-k-1. Donc ça me donne une façon de les calculer. Pas très efficace, mais ça me donne une façon de les calculer. Puisqu'à chaque fois, bn ne dépend que des valeurs précédentes. Alors, je vous ai dit, on veut calculer la série génératrice, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par z puissance n. Voilà, je multiplie par z puissance n, et puis z puissance n, je le redistribue un petit peu, j'en donne un peu à tout le monde. Lui, je lui donne à bk, je lui donne zk, à bn-k-1, je lui donne zn-k-1, et il reste un z de côté. Et là, quand on a l'habitude, on voit que si je somme sur n, ça me donne directement b de z, c'est 1 qui était le cas b0, plus, et ça, c'est les coefficients de z, b de z au carré. D'accord? Et donc ça donne aussi une autre façon de calculer ces nombres, parce que ça, c'est une équation de point fixe. C'est-à-dire que si je démarre, je mets b égale 0 là-dedans, je trouve b de z égale 1. D'accord? Puis ensuite, je mets b de z égale 1 là-dedans, je développe, j'obtiens 1 plus z. Puis maintenant, je fais b de z égale 1 plus z là-dedans, j'obtiens 1 plus z plus 2z2, etc. D'accord? Donc on peut itérer et calculer aussi comme ça. Ce n'est pas très efficace, mais ça définit bien la suite de nombres. Mais surtout, ce que vous voyez, c'est que, et ce n'est pas un hasard, c'est vraiment la même équation. J'ai juste changé mes symboles. Hein. Ce qui était rond est devenu droit, et j'ai l'équation sur la série génératrice. Et ce n'est pas un hasard, c'est fait pour. Donc, avant de vous faire le cas général, il faut qu'on soit un peu clair sur ce qu'on veut vraiment compter. Voilà, par exemple, là, c'est les involutions, c'est-à-dire les applications dont le carré est l'identité, sur 3 éléments. Il y en a 4 ou il y en a 2, ça dépend ce qu'on compte. Vous voyez, là j'ai là, c'est le graphe de l'application, d'accord? On peut dire ça et ça, c'est vraiment différent parce que là, j'ai un cycle de longueur 2 et un cycle de longueur 1, et là, j'ai 3 cycles de longueur 1. Puis après, si on fait attention aux numérotations des nœuds, là, j'en ai 3 différentes. Les 2 choix sont légitimes, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc, on a 2 natures de séries génératrices. Moi, je vous avais montré celle-ci, ce qu'on appelle les séries génératrices ordinaires, où Fn, alors souvent on note avec des tildes les ordinaires, mais je ne serai pas cohérent tout du long pour ça. Ça va être le nombre de structures non étiquetées de taille n, où j'efface les étiquettes. Et donc, comme c'est un ensemble, ces 3-là, c'est le même. Donc, par exemple, la série génératrice pour cet ensemble, les objets en taille 3, donc il n'y a que le monom en z cube, et le nombre, il y en a 2. D'accord? Ça, c'est les séries génératrices ordinaires. Et maintenant, quand on fait attention aux étiquetages, il commence à y en avoir beaucoup, parce que le nombre de façons d'étiqueter n éléments, c'est factoriel n. Donc, il est naturel de diviser par factoriel n.
D'accord? Et donc maintenant, Fn devient le nombre de structures étiquetées de taille n. Ici, j'en ai 4. Je divise par factoriel 3 qui vaut 6. Donc, il me reste 2 tiers de Z3. D'accord? Donc, les séries génératrices exponentielles, souvent, elles vont avoir des coefficients rationnels, mais le dénominateur est maîtrisé. Il n'est pas plus gros que factoriel n. Et factoriel n, ça nous servira plus tard la taille que ça prend en mémoire, factoriel n, à cause de la ou grâce à la formule de Stirling, ça prend que n log n bits, en gros. Donc, ce n'est pas beaucoup plus gros que n. C'est juste à garder en tête pour plus tard. Donc les dénominateurs sont là, mais ils ne sont pas exorbitants. D'accord? Donc on a ces deux familles de séries génératrices et on va vouloir les construire, on va vouloir les obtenir. Et donc on a une sorte de dictionnaire. Donc je vous ai dit, on a ce langage qui définit ce qu'on va appeler les structures constructibles. Et donc on a déjà rencontré ces deux règles, et là, en réalité, ça ne fait pas de différence selon si c'est étiqueté ou non étiqueté. Ce qu'on a vu vraiment clairement ensemble, c'était ici. On a vu le plus, l'union disjointe, c'est naturel que ça fasse plus, et ça c'est clair aussi pour le cas étiqueté, hein, l'union disjointe. Voilà. Le produit cartésien, on a vu celui-là, quand on a fait BK, Bn-K-1, et ça avait donné le produit des séries. Celui-ci est un peu moins évident parce que quand on est en étiqueté, si j'ai un objet de taille K, un objet de taille N-K, ils arrivent avec leurs étiquetages. Là, j'ai les étiquettes de 1 à K, là, j'ai les étiquettes de 1 à N-K. Et après, je dois tout réétiqueter avec les étiquettes de 1 à N. Donc, il y a un binomial qui vient, mais qui s'arrange avec les factoriels, et ça reste le produit. Donc là, vous pouvez me faire confiance, ce n'est pas difficile à vérifier, mais ça prendrait 2-3 secondes que je ne vais pas dépenser là-dessus. Les séquences, je vous ai dit, une séquence, c'est comme une liste. Soit j'ai 0 élément, ça fait 1. Soit j'ai un élément, donc une séquence de A. Si j'ai un A, la série génératrice, c'est A de Z. Soit j'en ai 2, donc c'est comme A croix A, donc c'est A carré, etc. Et donc ça fait 1 plus A plus A carré plus etc. Et donc c'est 1 sur 1 moins A. Bon, les ensembles, je vais passer vite, mais il n'est pas difficile de voir, au moins en étiqueté, que c'est l'exponentiel. Et non étiqueté, ça devient plus compliqué, parce qu'il y a des symétries internes qui ne sont pas les mêmes, et je ne vais pas en parler trop, je mets juste ça pour que le tableau soit complet. Et les cycles, ce n'est pas difficile non plus de voir que c'est log de 1 sur 1 moins A, parce que ça c'est somme des A puissance n sur n. Mais admettons-le, pour l'instant, c'est juste un dictionnaire qu'on nous donne. Et vous voyez qu'en non étiqueté, ça commence à être un peu horrible. À nouveau, on repart sur nos exemples favoris. Donc les arbres binaires, on les a déjà vus, et c'était la même chose en étiqueté et non étiqueté. Les arbres, là, les arbres généraux qui étaient chez Darwin, on traduit vraiment bêtement. Hein. T, ça devient T, Z, ça devient Z, le produit devient un produit, l'ensemble, je vous ai dit, ça devient une exponentielle, et T devient T de Z. Donc j'ai une équation satisfaite par la série génératrice. Donc le coefficient de z puissance n sur factoriel n dans la série solution de ça, c'est le nombre d'arbres de ce type-là à n nœuds. En non étiqueté, j'ai une autre formule qui est un peu moins jolie, mais qui a la même propriété. Et les graphes séries parallèles, je traduis équation par équation, c'est exactement la même chose. Hein. J'ai juste ça dont je ne vous avais pas parlé, mais si je prends des suites, et des séquences, des listes, et j'interdis la liste vide, je soustrais simplement la série génératrice de la liste vide. D'accord? Donc on a un dictionnaire comme ça qui nous permet de trouver des équations pour nos structures. Et à partir de ces équations sont toutes des équations de points fixes. C'est-à-dire qu'on peut tirer des coefficients avec ça. C'est peut-être pas très efficace, mais déjà on a un premier algorithme qui nous permet de compter le nombre d'éléments de taille n dans ces structures. Bien. Maintenant, on veut faire plus vite. Et il se trouve que je suis un grand fan de Newton, donc je vais vous parler un peu de l'itération de Newton, parce que c'est vraiment très joli. Donc voici une photo de Newton, enfin une photo d'un tableau représentant Newton. Et voilà, alors ça rend pas, je pense que vous ne voyez pas bien. Ça, c'est vraiment tiré de son livre sur la théorie des fluxions, où, oui, ça rend beaucoup moins qu'à mon écran. Bon. Il applique sa méthode. Donc la méthode de Newton, je vous rappelle d'abord, donc j'ai une fonction, voici le graphe, et je veux trouver une racine, qui est ici. Je prends un point, qui est mon candidat, j'espère pas trop loin de la racine, ça aide pour la convergence. Je regarde son image, et à cet endroit, j'approxime la fonction par sa tangente. Et donc je résous la tangente, ce qui est plus simple parce que c'est une équation de degré 1. Et ça me donne un nouveau candidat qui est beaucoup plus près de la racine, et je recommence.
Alors Newton ne faisait pas exactement comme ça, parce que bien que dans le même livre, il introduise aussi les dérivés, il ne s'est pas rendu compte que l'itération de Newton était à base de dérivés. Ça, c'est Simpson, presque un siècle après, qui s'en est aperçu. Mais en tout cas, là, c'est incroyable, parce qu'il calcule par sa méthode un développement en série. Ce n'est même pas des nombres. Bref, on fait tranquillement d'abord l'itération de Newton numérique. Et je prends comme exemple ici, à nouveau, l'équation satisfaite par la série génératrice des arbres binaires. Vous voyez, y égale 1 plus z, y2. Ça, c'était l'équation des arbres binaires. Mais bien sûr, là, je dénombre. Donc, je choisis z égale, je donne une valeur à z, disons 0,23. Et voilà le graphe en rouge. Donc, que dit l'algorithme? Il dit, si on veut résoudre phi de y égale 0, voici l'itération. Je change ma valeur par un incrément un que je trouve en résolvant une équation de degré 1. Je l'écris sous cette forme, et non pas sous la forme plus habituelle, un avec un égale moins phi sur phi prime, parce que ça se généralise. Quand je travaille sur des systèmes comme pour les graphes séries parallèles, y, c'est plus juste une valeur, c'est un vecteur de valeur. Et donc, ce qui va jouer le rôle de phi prime ici, ça va être ce qu'on appelle la matrice jacobienne. Donc, il y a un système linéaire à résoudre. Donc, cette présentation a l'avantage de généraliser. OK. Et donc, allons-y. On écrit l'itération, la formule pour l'itération de Newton. Donc, c'est yn. Donc là, je résous parce que c'est scalaire, c'est degré 1, c'est facile. Donc, voilà la formule. Et on regarde maintenant les valeurs. Hein. Vous voyez, je pars de 0, j'arrive en 1. La tangente, elle est juste à 45 degrés, je réarrive en 1, etc. Et vous voyez, je vois une itérée, deux itérées, trois itérées, et je ne vois plus rien. Et ça, c'est parce que ça converge vraiment très vite. Donc, voilà les valeurs. Je pars de 0, je trouve 1, 1,42, 1,5, et j'ai mis en orange, j'ai souligné en orange les décimales qui sont correctes. Et on parle de convergence quadratique, parce que la distance à la racine est en gros le carré de ce qu'elle était à l'itération précédente. Mais en pratique, ça veut dire le nombre de décimales est en gros doublé à chaque étape. Et cette convergence quadratique, si j'avais zoomé ici et que j'avais refait le même dessin, vous voyez à nouveau 1, 2, 3, plus rien. C'est ça que ça dit, la convergence quadratique. OK, donc on sait calculer des valeurs. Mais pour l'instant, moi je vous ai dit, on veut calculer des nombres. On veut calculer le nombre d'arbres binaires de taille 1000, ou d'arbres généraux de taille 1000. Mais on va faire la même chose, mais sur des séries. Donc j'écris la même itération. Mais maintenant, z, il vaut plus 0,43, z, il vaut z. C'est la variable. Alors, cette itération, ça me définit une suite de fractions rationnelles. Mais pour l'instant, je n'y pense pas comme des fractions rationnelles. À chaque fois, je développe en série. Donc, je travaille uniquement sur des séries. Et voilà. Je pars de 0. Si vous faites y égale 0, vous voyez, il ne reste que 1. Puis après, si vous faites y égale 1, alors là, j'ai 1 moins 1, ça fait 0. Donc, j'ai z sur 1 moins 2z, plus 1. Donc, vous voyez, j'ai 1 plus z plus, et puis après, les puissances de 2. J'en refais encore un. Là, je ne vais pas vous le faire de tête. Mais là, à nouveau, le nombre de coefficients corrects, qui sont vraiment les nombres, ça, 132, c'est le nombre d'arbres binaires de taille 6. Ça a plus que doublé. Donc, c'est vraiment une itération ou un algorithme qui sont formidables. Et je voudrais faire le lien entre ça et l'itération numérique. Je prends ça et maintenant, c'est des fractions rationnelles, donc je trace le graphe de la fraction rationnelle en question. Donc on est parti de 0, puis on a la fraction 1, puis on a la fraction dont voici le développement, en vert, puis la fraction dont voici le développement, qui est en bleu. Ah, puis j'ai même tracé la suivante. Et donc vous voyez qu'on est en train d'approcher de plus en plus la solution. Ça, c'est empirique, je n'ai rien prouvé. Mais essentiellement, on a envie de penser qu'au-dessus de 0,23, là, les points là, c'est les valeurs qu'on avait tout à l'heure. Pour prouver ça, il faut que j'arrive à maîtriser ces coefficients. Ce qu'on va faire dans un instant, c'est montrer que ces coefficients, ils sont plus petits que les coefficients de la série limite. Et ça suffira pour nous prouver que, effectivement, l'itération Newton, en numérique, en partant de 0, elle converge vers les valeurs. Parce qu'une difficulté en général avec l'itération Newton, c'est qu'il faut partir pas trop loin de la racine. Mais là, la combinatoire nous aide. Tout est positif. Et donc, en fait, ce qu'on va voir dans un instant, c'est que 428, ça compte quelque chose. Ça compte des arbres binaires. Pas tous les arbres binaires taille 7, mais ça en compte. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. On va essayer de contrôler ces coefficients. Mais pour l'instant, je vais oublier un peu le numérique. Je reste sur les séries formelles. Donc, sur les séries formelles, il se passe un phénomène, c'est que si j'ai une série
qui approche la série limite, celle que je veux attraper, à précision z puissance m, alors l'itération Newton, c'est ce n de y, lui, a doublé la précision. Donc ça, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un plus 1 dans cet exemple. Il fait mieux que doubler la précision, mais c'est un artefact de l'exemple. Donc on peut essayer de gratter pour généraliser, mais en pratique, le deuxième nous suffira pour faire un algorithme. Et ça dit quelque chose. Ça dit que je n'ai pas besoin de calculer tous ces coefficients pour avoir l'itérée suivante. Et donc on gagne en efficacité. On va oublier tout ça, on va calculer juste à la précision qu'il nous faut. À chaque fois, on double la précision. Ça fait un gain sur la complexité. Et donc ça y est, j'ai un algorithme pour énumérer mes nombres, pour trouver ces coefficients. J'écris du pseudocode. Je veux calculer les n premiers coefficients. Qu'est-ce que je fais récursivement? D'abord, je calcule à précision n sur 2. Puis, je calcule ce que vaut phi, le phi que je veux annuler là-dessus. Je calcule ce que vaut phi prime. J'ai un système linéaire à résoudre. Et je renvoie res plus u. D'accord? Algorithme très simple. C'est Newton. Maintenant, la complexité. La complexité, il y a ce qui se passe là, en précision n, plus un appel récursif, qui va dire la même chose, mais en n sur 2. Puis un appel récursif, la même chose, mais en n sur 4. Donc imaginez que la complexité soit polynomiale, et ça va être le cas, en n puissance alpha. Donc j'ai n puissance alpha, plus n sur 2 puissance alpha, plus n sur 4 puissance alpha, plus etc. Donc j'ai n puissance alpha en facteur, et une suite géométrique, donc ça converge vers une constante. Et donc la complexité, en gros, c'est le coût de la dernière étape fois une constante. D'accord? Et bien, maintenant, il n'y a plus qu'à rendre ces opérations-là rapides. Et on peut le faire. Sur toutes les structures constructibles, ce qu'on a montré, c'est qu'on peut arriver à de la complexité linéaire partout, au log près. Donc, on peut obtenir les coefficients, les n premiers coefficients de toutes ces séries en à peu près n opérations arithmétiques, c'est-à-dire addition, multiplication. Comme on en calcule n, faire n opérations, c'est optimal. Alors il y a un log, bon, mais on va accepter les logs, parce qu'en pratique, un log, c'est jamais très gros. Et ensuite, la complexité binaire, parce que mes entiers, ils grossissent. Donc il y a un coût à travailler avec ces entiers, il faut en tenir compte. Donc si je compte les opérations sur les bits maintenant, et pas juste les opérations arithmétiques, eh bien on arrive à une complexité qui est quadratique. Et comme le nème coefficient, il faut à peu près n bits pour le représenter, les coefficients jusqu'au nème, il faut à peu près n carré bits pour représenter, c'est un triangle. Et donc, à nouveau, c'est quasiment optimal au log près. Et les ingrédients, c'est l'itération de Newton que je vous ai montré, et il faut utiliser un peu de transformée de Fourier rapide pour faire les produits efficacement. Et à ce stade, je tente une démo. Voilà, ça part mal. Donc, je vous ramène ça, là. Voilà. Et donc, je pars de là. Hop. Donc, je charge un package qu'on a écrit il n'y a pas si longtemps, qu'on continue de faire évoluer sur ces questions. Et je reprends notre exemple des arbres binaires. Donc, je ne sais pas, c'est assez gros, là, même au fond? C'est bon. D'accord? Donc, j'écris la grammaire des arbres binaires. B, c'est une union, epsilon qui veut dire l'atome de taille 0, ou prod ZBB. Et par exemple, je dis, ah, ben, je voudrais bien les 30 premiers coefficients. Vous voyez, je n'ai même pas le temps de... Si, j'ai le temps quand même de cliquer. Mais vous êtes sûrement des sceptiques, donc je veux 100 coefficients. Vous voyez, ça ne prend rien de temps. Vraiment, la théorie, elle marche sur ces choses-là. Ah, si c'est juste, bien sûr. Bon, pour cela, c'est juste. Mais après, oui, c'est des bonnes questions. C'est comment on teste ces choses-là. Mais j'en parle pas tout de suite. Les arbres généaux, maintenant, où vous vous rappelez, c'était Z et un ensemble. Bah, pareil, je définis la grammaire et je veux les 20 premiers coefficients. Et maintenant, ils sont rationnels. Si je veux le nombre d'arbres de taille 19, je prends le coefficient de Z puissance 19 ici et je le multiplie par factoriel 19 et je retrouve un entier. C'est peut-être pas juste, mais au moins c'est rassurant. Et ensuite, bah, par exemple, si j'en voulais 20, ah non, là, je prends l'autre, excusez-moi. Là, je prends non étiqueté, ceux où il y avait tz plus tz carré sur 2, plus etc. C'est pas plus compliqué. Au moins, là, c'est des entiers. Et si j'en veux 100, en voilà 100. D'accord? Les graphes séries parallèles,
tant qu'on y est. Donc voilà la grammaire. Donc je les calcule tous, mais je vous affiche juste ce que ça donne pour les graphes. Voilà jusqu'à taille 20, et sans me vanter, la complexité encore est bonne, et si j'en veux 200, là il faut attendre un peu, mais c'est normal, les rationnels sont un peu gros, là vous ne voyez pas, mais le rationnel il commence là, ça c'est son numérateur, non, voilà, il commence là, ça c'est son numérateur, là il y a le trait de fraction, et là c'est le dénominateur, et là il y a le z puissance 199. D'accord? Donc ça se calcule en un rien de temps. Et là, j'avais collé une démo, des fois que ça ne marche pas, on ne sait jamais. Il y a des questions à ce stade sur l'énumération? Donc vous êtes convaincus, on sait compter vite. Et donc ça veut dire aussi qu'on va savoir calculer des probabilités rapidement, des probabilités exactes rapidement. Je voudrais quand même finir de prouver cette histoire que la convergence numérique, c'est bien le reflet, on peut bien partir de zéro pour arriver au point de la valeur numérique pour un z donné. En tout cas à l'intérieur du disque de convergence. Et pour ça, j'ai introduit une nouvelle notion combinatoire qui est la dérivée des structures, dont je n'ai pas parlé encore. L'origine, on peut la tracer à la théorie des espèces, qui est une théorie combinatoire qui donne des fondements rigoureux pour ces équations que je vous ai écrites jusque-là. Et il y a un livre très abordable, il me semble, de Bergeron-Labelle-Leroux qui fait une bonne introduction et une synthèse sur ces questions. Donc, qu'est-ce que c'est la dérivée? Donc, je vous ai dit, une structure, c'est quoi? C'est une façon d'assembler des atomes. Donc, j'assemble mes atomes, par exemple, dans un arbre binaire. Et pour faire la dérivée, il y a un des atomes, je le prends et je le remplace par une étoile. Et l'étoile à taille 0. Donc ça casse un peu de symétrie. Parce que imaginez, je prends un cycle, je remplace un des nœuds par une étoile. Bah, tout d'un coup, il ressemble beaucoup à une séquence. Parce que j'ai brisé la symétrie circulaire. Bon. Alors pourquoi on appelle ça la dérivée? Eh ben, on va le voir. Parce que ça marche comme une dérivée. Par exemple, je veux dériver une union. Ben, une union, c'est quoi? C'est soit des F, soit des G sur des atomes. Donc si c'est des F, quand je remplace un des atomes par une étoile, j'obtiens un F'. Si c'est des G, quand je remplace un des atomes par une étoile, j'obtiens un G'. Donc F plus G', c'est bien F' plus G'. Le produit est plus amusant. Intéressant, disons. J'ai un produit cartésien. Donc j'ai une paire. Le membre gauche, c'est un élément de F. Le membre droit, c'est un élément de G. Et ils sont en bas, il y a des atomes. Je remplace un des atomes par une étoile. Ben, de deux choses l'une. Soit c'était un des atomes de F, et donc j'ai un F'G. Soit c'était un des atomes de G, et donc j'ai un F'G'. Donc la dérivée d'un produit fait bien ce qu'on attend d'elle. La composition. J'ai un F de G, et je remplace un des atomes par une étoile. Ce petit dessin permet de comprendre. Un F de G, j'avais un F avec des atomes, mais chaque atome, j'ai remplacé par un élément de structure G. Et maintenant, il y a un des atomes tout en bas que je remplace par une étoile. Donc, c'est un peu comme si j'avais mis une étoile sur le G et que j'étais venu greffer un G'. D'accord? Donc, c'est exactement ça. J'ai mis une étoile sur un des G et je suis venu greffer un G'. Et donc, la dérivée de la composition se comporte aussi comme on veut qu'elle se comporte. Donc voilà, j'ai une notion de dérivée qui marche bien. Après, les cas de base, il faut s'asseoir 2 minutes, ou même 2 minutes avec un crayon, et on les fait, ils ne sont pas compliqués. Et maintenant que j'ai une dérivée, je peux écrire une itération de Newton, combinatoire. Donc je reprends mon équation des arbres binaires, donc j'écris y égale h de zy, où h c'est cette expression. Je vais vous écrire directement l'itération de Newton. Et pour que vous la reconnaissiez, je vous montre, ça c'est l'identité, je dérive ça, moins la dérivée de ça par rapport à y. D'accord? Ça c'est la dérivée de l'équation. Mais vous vous rappelez, elle est au dénominateur, donc il faut l'inverser. Mais l'inverse de l'identité moins quelque chose, c'est l'identité, plus ça au carré, plus ça au cube, etc. C'est une séquence. Une séquence, c'est soit j'en ai 0, soit j'en ai 1, soit j'en ai 2, soit j'en ai 3, etc. D'accord? Et maintenant, la dérivée de ça, ça ressemble à quoi? 1, quand je le dérive, ça fait 0. Et ensuite, quand je dérive le produit z, y, y, eh bien, j'ai soit z, y et une étoile, parce que j'ai mis l'étoile de ce côté-là, soit z, étoile, puis un y, parce que j'ai mis l'étoile de l'autre côté. C'était la relation de dérivée qu'on a eue sur les produits.
Et donc, regardons comment on passe de Y1 à Y2. Y1, c'est juste une feuille. Je fais une séquence de ces choses-là. Ça veut dire quoi? Je mets un atome, d'un côté je mets une étoile, et de l'autre côté, je mets Y1, c'est juste une feuille. Et puis sur cette étoile, je fais rebrancher la suite de la séquence. Donc en fait, je suis en train de faire des filaments où à chaque nœud, j'ai le choix entre mettre la feuille à gauche ou mettre la feuille à droite. D'accord? Et donc j'en ai 2 puissance n possibilités. Et vous vous rappelez, la première itération sur les séries, les coefficients, c'était les puissances de 2. Donc ça comptait ces arbres-là. Et au bout, on rebranche le y-h, mais la soustraction, elle doit être combinatoire. Il se trouve que yn est bien inclus dans ça. Ça, je vous le passe. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Effectivement, à l'itération 2, on a construit tous les arbres de taille jusqu'à 2, et les arbres suivants qu'on a construits, eh bien, ils ne remplissent pas tous les arbres binaires, mais c'est déjà des arbres binaires. Et Y3 va être un peu plus gros. Comment ça marche? Je fais des filaments à nouveau, des épines dorsales, si vous voulez, nord-sud, nord-sud. Et chaque nœud, je le remplace non pas par une feuille comme avant, mais par des filaments comme avant. Et c'est comme ça qu'on fait grossir les arbres, que l'itération de Newton fait grossir les arbres. Et là, on les a attrapés tous jusqu'à taille 6. Et si vous vous rappelez, j'avais les 7 premiers coefficients qui étaient corrects, c'est plus grand taux de Z7. Et donc le 480 qu'on avait, c'était 480 418 En tout cas, le nombre qu'on avait, il compte les arbres de taille 7 qui sont de cette forme. Mais donc, il est toujours borné par le nombre d'arbres binaires, et ça nous permet de conclure que la convergence numérique, on peut l'avoir en partant de 0. Et ça va nous aider un peu pour la suite. Je ne fais pas juste ça pour le plaisir. Donc, normalement, là, j'ai pris 2 minutes de retard, il faut que j'accélère un peu. Bon. Je passe, à moins qu'il y ait des questions sur ces histoires de convergence numérique, mais c'était plus pour la beauté du Newton combinatoire, je pense que ce n'est pas essentiel pour la suite. Génération aléatoire, donc d'abord un peu de motivation, mais je vais aller vite. On a envie de produire des gros objets, ne serait-ce que pour faire de la simulation. On veut tester des valeurs de paramètres ou on veut raffiner des modèles. On construit des modèles de combinatoire de toutes sortes d'objets. Après, on a une réalité. On peut faire des expériences sur la réalité, faire des expériences sur le modèle, et puis essayer de raffiner le modèle. Parce que le modèle, ultimement, c'est ce sur quoi on s'est travaillé. Donc, on a envie d'avoir des générateurs aléatoires pour améliorer les modèles. Et aussi, éventuellement, pour tester du logiciel. Parce qu'un logiciel, ça travaille sur des structures de données. Les structures de données, c'est une décomposition, ça ressemble beaucoup à des objets combinatoires. Par exemple, les arbres binaires sont très utilisés. Et donc, être capable de produire des données de grande taille, mais assez uniformes, permet de tester certains aspects de logiciel. Et je vais vous montrer juste un algorithme qui tient en intransparent. Et je pense que c'est un de ces exemples d'algorithmes où on se dit, oui, c'est le bon. Donc ça s'appelle l'échantillonneur de Boltzmann. Le but, c'est qu'on souhaite que tous les objets, donc les objets vont s'appeler T, ils font partie d'un ensemble d'objets grand T, et on veut que tout objet soit produit avec une probabilité qui ne dépend que de sa taille, que 2 objets de même taille soient produits avec la même probabilité. D'accord ? Et donc, on ne va peut-être pas être uniforme sur tous les objets, ça n'a pas de sens, j'en ai un nombre infini, mais au moins, sur la taille n, je veux que la génération soit uniforme sur cette taille. Donc il y a un paramètre de l'algorithme qui va être x, qu'on va devoir ajuster, et donc si, la probabilité, finalement, on va la prendre proportionnelle à x puissance la taille de t. Donc là, clairement, tous les objets de même taille vont être obtenus avec la même probabilité. Après, il faut normaliser, on veut que la somme des probabilités vaille 1, sinon nos collègues probabilistes nous en veulent. Donc on divise par la somme t de x, c'est la somme sur tous les éléments de t de x puissance la taille de t. Mais la somme sur tous les éléments de t de x puissance la taille de t, c'est rien d'autre que la somme sur tous les n, le nombre d'objets de taille n fois x puissance n. C'est notre série génératrice habituelle. D'accord. Donc ça produit des objets, je ne vous ai pas encore montré comment, mais vous avez envie d'objets de taille 10 000, par exemple. Donc ça, ce n'est pas très compliqué de voir que l'espérance de la taille va être juste xt' sur t. Je le fais très vite. Quand je dérive par rapport à x, j'obtiens ntn xn-1. Si je remultiplie par x, j'obtiens ntn xn. Et ça c'est assez clair que ça va mener à l'espérance
de la taille. Donc on peut ajuster x après quand on vise une taille particulière. Voilà, vous êtes prêts pour l'algorithme. Il tient en, je ne sais pas comment il faut compter, disons une dizaine de lignes. Alors, les cas ensemble, les cycles, je ne les ai pas affichés, on peut les faire aussi, mais l'idée de l'algorithme, on va voir sur ce qu'on a. Donc je veux produire un objet H d'un ensemble H, d'une structure H, X étant donné une fois pour toutes. Ben, il y a des cas qui sont faciles. Si H, c'est la feuille de taille 0, ben, je n'ai pas le choix, je renvoie la feuille de taille 0. Si H, c'est l'atome de taille 1, je n'ai pas le choix, je renvoie l'atome de taille 1. Il n'y a qu'un élément, ben, je l'envoie. Le produit cartésien, c'est un peu plus intéressant. Vous voyez que l'algorithme est vraiment très simple. Donc, je dois produire une paire, un élément de F et un élément de G. Eh bien, j'appelle récursivement, je ne me pose pas de questions, j'appelle récursivement sur F, j'appelle récursivement sur G, et je renvoie la paire. Et le miracle, c'est que les probabilités collent. C'est que cette paire-là, elle est bien produite avec une probabilité qui vérifie cette relation. Et ce n'est pas difficile à voir. Hein, une demi-ligne. L'union est un peu plus délicate. Il faut choisir là. Là, vous voyez, j'ai toujours aucun aléa. Produit cartésien, je n'ai pas le choix. Je dois produire un fils gauche, je dois produire un fils droit. L'union, il faut que je choisisse. Est-ce que je produis un F ou est-ce que je produis un G? Alors, je vais tirer une pièce. Ça dit, je tire une pièce qui est un peu biaisée. Elle fait, bon, c'est une pièce de probabiliste, elle fait 1 ou 0. Elle fait 1 avec probabilité f de x sur h de x, où f, c'est la série génératrice de f, g, c'est la série génératrice de g. Elle fait 0 sinon. Et ça, vous voyez que c'est bien inférieur à 1, puisque h, c'est f plus g. Donc je tire cette pièce. Si j'ai trouvé 1, je me rappelle récursivement sur f. Si j'ai trouvé 0, je me rappelle récursivement sur g. Et là, vous comprenez pourquoi je vous ai bassiné avec l'évaluation numérique des séries génératrices. C'est que l'algorithme a besoin de cette donnée, f de x sur h de x. Et je vous ai montré qu'on peut, par itération de Newton numérique, aller calculer ces valeurs. OK, un exemple. Parce que la beauté de cet algorithme, c'est avec la récursion. Donc là, on va faire à nouveau nos fameux arbres binaires. Vous vous rappelez peut-être que on a calculé la valeur en 0,23 de la série génératrice des arbres binaires et qu'elle valait à peu près 1,559. Ici, j'ai une seule union disjointe, elle va arriver là, donc F, ça sera 1, et G, ça sera le produit cartésien ZBB. Donc j'ai besoin de F de X, mais si F c'est 1, F de X c'est 1, et H, ça va être B, et B de 0,23, on l'a. Donc ma pièce, elle doit renvoyer 1 avec probabilité 0,6414 et 0 avec le complémentaire. Et donc j'ai préparé quelques bits aléatoires tirés avec cette pièce. En réalité, ils ne sont pas du tout aléatoires, j'ai triché pour avoir un bel exemple, mais on peut imaginer ça. Donc la pièce, elle me renvoie 0,01. Bon, allons-y, je rentre dans l'algorithme. Donc je rentre dans l'algorithme, je dois produire un objet de type B. Alors ça, c'est une union, donc j'arrive ici, et donc là, je dois tirer une pièce. Donc je vois mon 0. OK, c'est un 0. Donc ça me dit, je ne suis pas dans ce cas-là, je suis dans le cas où je dois aller produire un ZBB. Donc je me rappelle récursivement, et je suis maintenant avec un produit, c'est ZBB. Donc je commence par produire un Z. Un Z, c'est pas difficile, c'est Z. Donc j'ai Z, voilà. Je produis mon premier nœud de mon arbre. Ensuite, je dois aller produire un B puis un autre B. Donc pour aller produire un B, bah, je re-rentre récursivement, et je arrive là, et donc je dois retirer une pièce. Donc je vais faire mon premier B, je tire une pièce, elle me dit 0. Donc là, on accélère un peu, mais on commence à comprendre, on va aller produire un Z, et puis il faut aller faire un BB. Et à nouveau, nouvelle pièce, A1. Alors 1, maintenant, on n'était pas encore passé par là, je suis ici. Si B égale 1, je dois aller produire une feuille. Les feuilles, c'est facile. On continue. Maintenant, je dois aller faire mon fils droit ici. 0. Ah ben 0, ça veut dire que je dois recommencer. 0. Ça veut dire que je dois recommencer. 1, une feuille. 1, une feuille. 1, une feuille. Et j'ai fini. Fin de l'algorithme. D'accord. Et je prétends que cet arbre, je l'ai tiré aléatoirement, uniformément, parmi tous les arbres de taille 3. D'accord. Et alors, il y a deux opérations, et il est important que les 1 soient légèrement majoritaires, hein, parce que c'est les 1 qui me font des feuilles. Et ça, c'est lié au fait que
la valeur de x, elle doit être inférieure au rayon de convergence de la série. Donc ça, je n'en parle pas trop. D'autre part, je vous ai dit, ah, mais si je veux une taille n, je peux calculer ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je veux une taille 10 000? Comment je fais? En fait, on peut voir, ça je vous le saute, mais je vous le montre, que l'espérance de la taille, elle est en 1 sur 2 racine de 1 moins 4x. Et donc, on va devoir choisir x assez proche de 1/4. Si on veut une taille grand N, c'est en gros 1/4 moins 1 sur n au carré. Et pour cette valeur, on va produire la taille grand N. Donc voilà. Donc ça, c'est un très bel algorithme. Mais il y a ce point un peu délicat, il faut calculer ces valeurs. J'ai dit, ça se fait par itération de Newton, mais la question c'est, et en vrai, est-ce que c'est réaliste? Et donc il y a un doctorant, Alexis Darras, qui a fait une expérience. Il a pris des vraies grammaires, des grammaires de la vraie vie informatique. Donc, donc une grammaire, c'est quoi? C'est un ensemble d'équations. Là, il y a des grammaires très simples à 16 équations, mais il y en a à presque 1 millier d'équations. La taille du fichier qui décrit la grammaire va de quelques kilooctets à 11 mégaoctets. Et donc, notre expérience, c'est que le calcul de ces valeurs, ça ne coûte pas. Ce n'est pas un problème. Et donc et là, c'est les valeurs pour une taille, en visant la taille 10 000. Hein, parce qu'on voit avec ces dessins que plus on se rapproche de la singularité, donc plus on veut des grandes tailles, plus il faut d'étapes à l'itération de Newton. Hein. Donc là, pour 10 000, les temps sont encore très raisonnables. Voilà, fin de ma section sur la génération aléatoire. Il me reste une dizaine de minutes pour vous parler un peu d'analyse asymptotique, sauf s'il y a des questions à ce stade. Ouais. Juste avant, là, c'est pas d'erreur, vous ayez juste une approximation pour f de x sur h de x. Ça, c'est une très bonne question. La question, c'est de combien de bits on a besoin de f de x sur h de x? Et en fait, ça dépend de la taille qu'on vise. Parce que, en fait, la vraie question, c'est ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Comment je teste si je suis... Comment on va faire? On a cette valeur, mettons 0,6414 là pour l'instant. Comment je teste? Eh bien, effectivement, on ne me donne pas, ça n'existe pas trop dans la nature des pièces comme ça, avec le biais exactement comme on veut. Donc, on tire une vraie pièce, 0,1, et imaginez que je trouve 0. Ça correspond, et maintenant je pense au tirage de ma pièce comme les décimales binaires du nombre. D'accord? D'un nombre, disons, c'est pas B, mais... Donc si c'est 0, c'est entre 0 et 1,5. Donc je sais que c'est plus petit que 0,64, et j'ai fini, j'ai mon test. Si j'avais 1, je ne sais pas, il est dans la portion d'intervalle entre 1,5 et 1, je recommence. Si j'ai 1, j'ai au moins 0,75, donc je sais que c'est plus grand, donc je peux arrêter. Et donc ce qu'on peut faire, c'est, si on a besoin, on peut faire cet algorithme, donc suivre ces tirages à pile ou face, et quand on a besoin de plus de décimales, on peut raffiner parce qu'une itération de Newton, ça ne coûte rien. Et on peut aussi analyser ça, hein, ça a été fait, de savoir combien de bits aléatoires il nous faut, comment on fait pour gérer cette approximation. D'autres questions? Bien. Donc je passe à cette partie... Ah, mais ça, je peux peut-être... Non, je ne peux pas. Sur l'analyse asymptotique, sur laquelle je vais être beaucoup plus rapide et beaucoup plus allusif, mais j'essaye de vous faire passer un peu ce qui se passe. Donc, à nouveau, je prends ma série génératrice et je voudrais en déduire de l'information sur l'asymptotique des coefficients. Qu'est-ce qui se passe quand n devient très grand sur ces nombres? Et le point de vue va être de dire, cette série, dans les cas qui nous intéressent, en fait, elle converge au voisinage de l'origine. On l'a vu déjà avec le générateur de Boltzmann. Et donc, on va la regarder comme une fonction analytique et on va aller regarder ce qui se passe dans le plan complexe. Donc, le principe, c'est le suivant. J'ai cette série et je veux capturer AN. Alors, AN, cette intégrale-là, permet de récupérer AN dans une série A. Alors, je vous montre un peu comment ça marche. D'abord, oublions les théorèmes de convergence juste formellement. Hein. Quand je divise par z puissance n plus 1, AN, il est divisé par z, et tous les autres monômes se retrouvent avec une puissance de z qui est différente de moins 1.
l'intégrale de toutes ces autres puissances de z, c'est une puissance de z. Et donc, quand je fais un tour autour de l'origine, l'intégrale est nulle. Donc, il me reste juste an sur z. L'intégrale de z, c'est log z. Et quand je fais un tour de l'origine avec log z, il ne revient pas à son point de départ. Il revient à log z plus 2ip. Et donc, il me reste juste 2ip. Je divise par 2ip et je récupère an. Donc, c'est ça cette formule de Cauchy. Et donc, nos fonctions, en général, elles sont définies par une série à l'origine, mais elles ont un domaine de convergence, elles peuvent être prolongées assez loin. Donc, voilà deux exemples. Ce dessin-là représente 1. Donc, il faut que je vous explique comment. Donc, qu'est-ce que je trace? Je trace le module de l'intégrande. Donc ça, je mets des barres, je trace. Alors, bien sûr, à cause de la division par z puissance n plus 1, c'est infini à l'origine, donc je tronque. Donc la grosse cheminée du milieu, c'est la troncature de ce 1 sur z. En fait, ici, n égale 1. Je suis en train de regarder le coefficient de z puissance 1. Et je suis en train de regarder le coefficient de z puissance 1 dans quoi? Dans la série génératrice des nombres de Fibonacci. Les nombres de Fibonacci, 1, 1, 2, 5, etc. 1, 2, 3, 5, etc. Leur série génératrice, c'est juste 1 sur 1 moins z au carré. Donc il y a deux pôles, le nombre d'or, qui est ici, qui correspond à cette cheminée, et son conjugué, moins 1 sur phi, qui est ici, qui correspond à l'autre cheminée. Donc F1, donc 1, c'est juste l'intégrale autour de l'origine, mais qui doit passer par là, parce qu'elle n'a pas le droit de dépasser la singularité de cette fonction. Et si jamais on augmente n, 1 sur z, ça décroît, plus on s'éloigne de l'origine, plus ça décroît. Donc ça va écraser le paysage, et l'intégrale petit à petit va se concentrer à sa singularité la plus petite. Ici, vous ne reconnaissez pas, mais c'est à nouveau les arbres binaires. Donc là, c'est la série génératrice des arbres binaires, et à nouveau, c'est le premier, c'est B1, le nombre d'arbres binaires de taille 1, ça va être cette intégrale. La singularité est différente, c'était une racine carrée, on l'a vu un petit peu. Non, on ne l'a pas encore vu, on va le voir dans un instant. Donc ça ne tend pas vers l'infini, là, ça a une valeur finie, la singularité, ça vaut 2. Mais à nouveau, quand je vais augmenter la valeur de n, parce que je veux faire de l'asymptotique, tout le paysage va s'écraser, et tout va se concentrer au voisinage d'ici. Et c'est ça la philosophie de l'analyse de singularité, c'est de dire, on trouve les singularités dominantes, c'est-à-dire de plus petits modules, on regarde à quoi ressemble la fonction localement, ici ou ici, et on traduit en asymptotique. Et on a un dictionnaire complètement explicite. Par exemple, si la singularité est en ρ, et que votre série génératrice, c'est une constante, quelque chose sur ρ, donc là on voit la singularité, en z égale ρ, ça c'est 0, et quand on est à puissance alpha, mettons alpha égale 1,5, c'est pas beau, puissance alpha, et éventuellement des logs, eh bien ça se traduit mot à mot. C reste C, ρ devient ρ puissance moins n, donc la croissance exponentielle, ça c'est d'une certaine façon la règle d'Adamar, vous connaissez peut-être, et le alpha, il est traduit, il vient là, n moins alpha moins 1. D'accord ? On a un dictionnaire. Là, je ne vous ai donné que les premiers termes, mais on peut donner des développements asymptotiques complets. Allons-y, sur les arbres binaires. Donc, b de z, on l'a vu plein de fois, cette équation maintenant. C'est une équation de degré 2, donc on sait la résoudre. Il y a deux solutions, mais il y en a une seule qui se comporte comme ça à l'origine, et c'est celle-ci. Maintenant, on cherche la singularité dominante. On pourrait tenter de penser que z égale 0 est une singularité, parce que z, il est au dénominateur, là. Mais en fait, du fait de ce développement en série, 0 n'est pas une singularité. Donc la seule singularité, c'est ce qui annule la racine carrée, donc c'est z égale 1 quart. Elle est là. Le comportement local, il est là. Et le 1,5 ici va se traduire par le transparent précédent. Le alpha, ça donnait n moins alpha moins 1. Donc ça donne n moins 3,5. Donc le nombre d'arbres binaires de taille n se comporte en 4 puissance n fois n puissance moins 3,5, et il y a des constantes qui sont explicites aussi. Et je vous ai dit, on peut essayer de faire des probabilités avec ça. Par exemple, la probabilité que, à la racine, l'un des enfants soit juste une feuille. C'est quoi ça? Si à la racine, j'ai juste une feuille, la série génératrice de ces arbres, ben c'est, j'ai ma racine, d'un côté j'ai b, et de l'autre côté j'ai 1. Donc c'est z, b de z. Puis elle peut être de l'autre côté, donc j'ai 2 z, b de z. Donc la série génératrice des arbres de cette forme-là, c'est 2z, b de z, et j'extrais le coefficient de z puissance n, et après je vais diviser par bn. Alors faisons-le de tête. Les singularités, ben, elles n'ont pas bougé. Z, B de Z, c'est la même singularité que B. Donc maintenant, on va regarder le comportement local. En Z égale 1 quart, ben, en Z égale 1 quart, 2Z, ça vaut 1,5. Donc essentiellement, à vue, sans calcul, la probabilité, elle est en gros 1,5. Il y a à peu près la moitié des arbres, ils sont de cette forme.
Mais on peut, comme je vous ai dit, on a des développements complets, on peut être plus précis. Et, allez, une mini démo vite fait. Ça, je ne l'avais pas fait. Ça, vous oubliez, les arbres binaires, les arbres. Donc, on prend la série, la voilà, et automatiquement, on peut trouver l'asymptotique des coefficients. Maintenant, je prends les racines avec un fils unique, voilà la série, voilà l'asymptotique, je divise, et voilà l'asymptotique que je vous ai montré. Donc, tout ça s'automatise. Je voudrais juste, il me reste pas beaucoup de transparent, les paramètres. Ben, maintenant qu'on sait compter des choses, on veut vouloir analyser des paramètres de ces structures de données. Hein. Par exemple, je vous avais parlé de la longueur de cheminement dans les arbres binaires. Donc on va introduire des fonctions génératrices multivariées. Maintenant, FNK, ça va être le nombre d'objets de taille n pour lesquels le paramètre vaut k. Et on rajoute, on suit ce paramètre avec u puissance k. Donc pour les arbres binaires, ici, par exemple, on va vouloir u puissance la longueur de cheminement fois z puissance la taille de l'arbre. Et donc ce qui va nous intéresser, ensuite, c'est de dériver par rapport à u et de faire u égale 1. Ça me fait descendre PL de B en bas. Et donc j'ai bien, en extrayant le coefficient de Zn, l'espérance. D'accord ? Là, je vais un peu vite. Ensuite, on fait l'asymptotique et on divise. Et on va voir que la longueur de cheminement, elle est en racine de pi n. Et on peut même, après, vouloir regarder la distribution limite. Donc, j'ai un petit bout de démonstration qui explique comment ça, c'est automatique, mais je vais le sauter, j'ai pris un peu trop de retard. Le résumé, donc, je vous ai dit, le message de cette méthode, c'est que si on peut spécifier, on peut analyser. Donc, on peut aussi analyser des paramètres. Et c'est là qu'on commence à voir des phénomènes d'universalité. Donc, par exemple, le nombre d'arbres, je vous ai dit, pour les arbres binaires, c'est en n-3,5 fois quelque chose puissance n. Ça, c'est très robuste. Donc, on peut vraiment changer, on peut vraiment voir d'où vient le n-3,5 dans la définition des arbres. Et la longueur de cheminement en racine de n, c'est aussi très robuste. Et ça, on peut aussi le retracer dans l'origine combinatoire de l'objet. Et donc, je résume et conclus. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a vu, donc, avec une spécification combinatoire, on peut compter, on peut faire de la génération aléatoire, on peut faire de l'analyse. Et qu'est-ce qui est complètement automatique ? Compter, c'est complètement automatique. La génération aléatoire, c'est complètement automatique. L'analyse asymptotique, il y a des choses, vous en avez vu un peu, mais on n'est pas encore complètement automatique, il reste un peu de travail, mais je ne désespère pas. Sinon, je ne serais pas chercheur. Ensuite, on pourrait se dire qu'un but, un rêve, parce qu'il y a plein de questions d'indécidabilité, mais on aimerait bien avoir un système simple qui prenne en entrée une spécification combinatoire, un algorithme, et qui renvoie automatiquement l'analyse de complexité en moyenne. On avait fait des choses comme ça dans le passé, il y a pas mal d'années. Ça rendait service sur certaines classes. Maintenant, on sait beaucoup plus. Quand même, finalement, on fait des progrès. Mais on a abandonné ces choses-là. Je pense que ça vaudrait le coup maintenant qu'on y revienne un peu. Donc, il ne s'agit pas de faire le système qui résoudra tout, mais de faire un aide à la compréhension des structures combinatoires. Et il y a en fait, une des difficultés, c'est de faire une aide qui soit utilisable par des gens qui ne connaissent pas toute la théorie qui est derrière. Si vous voulez en savoir plus, d'une part, il y a ce livre dont j'ai déjà parlé, mais il y a aussi un très bon cours en ligne par le deuxième co-auteur, Bob Sedgwick, sur ce site, AC pour Analytic Combinatorics, où il a des transparents, des vidéos, des exercices, il a énormément de choses, il a énormément travaillé à populariser ces choses-là. Et je m'arrête là.